Bonjour, je suis Gabrielle Tremblay, professeure en études scénaristiques pour le compte du département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Bienvenue dans cette deuxième édition du cycle de conférences-discussions créé avec la théorie que j'organise avec Benoît Jaudoin. Benoît Jaudoin est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal et en art, histoire et théorie de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Dans ses travaux, Benoît s'intéresse notamment aux mises en forme de la théorie dans l'art contemporain, au rapport entre art et savoir, ainsi qu'à la recherche-création. Benoît est chargé de cours au département d'histoire de l'art de l'UQAM et il est membre du comité éditorial de la revue S-Art et Opinion. Au cours des dernières années, il a publié de nombreux textes dans différentes revues, dont Racard, Liberté, Spirale et Espace Art Actuel. Cette année encore, Créer avec la théorie se décline en 3 épisodes et est programmé dans le cadre d'un cours que je donne au certificat en scénarisation cinématographique de l'UQAM à la session d'hiver. L'activité est rendue possible grâce à l'appui et à la collaboration du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, ainsi que le soutien du département d'études littéraires de l'UQAM. Nous les en remercions. Créer avec la théorie porte sur ce que les ouvrages théoriques, les travaux de recherche et la lecture qu'on en fait ont à offrir au travail de création artistique. En donnant la parole tour à tour à des conférencières issues du milieu du théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel et de la littérature, le cycle se veut un espace de réflexion multidisciplinaire permettant au public de tout horizon d'observer comment différentes personnes se saisissent concrètement de la théorie dans le cadre de leur travail de création. Aujourd'hui, Benoît et moi, nous nous entretenons avec Olivia Tapiero. Olivia Tapiero est écrivaine et traductrice. Membre du comité de rédaction de Mébius, elle a aussi contribué à plusieurs revues. Son œuvre changeante est traversée par une sensibilité de la désintégration, une méfiance envers les institutions et le nationalisme et l'exploration d'un non-consentement à l'état du monde. Elle a publié de nombreux livres. Elle a signé Les Murs, qui a remporté le prix Robert Clich en 2009 et qui a été finaliste au prix Senghor. Espace en 2012, Phototaxi en 2017 et elle a aussi co-dirigé le collectif Cher en 2019. En 2021, paraît son livre le plus récent, Rien du tout, finaliste au prix littéraire du gouverneur général et au Grand Prix du livre de Montréal. Olivia Tapiero, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour cette conférence-discussion-là. Je passerai sans plus attendre la parole à mon collègue Benoît. Merci. Bonjour Olivia. Alors, on entre dans le vif du sujet tout de suite. Je remarque que dans ton écriture, tu abordes des sujets qui sont souvent nommés, décortiqués, expliqués dans des ouvrages théoriques, surtout des ouvrages qu'on pourrait appeler ou en tout cas rassembler autour de l'appellation Cultural Studies. En même temps, il me semble que dans ton écriture, tu fais justement le point, tu fais valoir le point que ces enjeux-là, ce n'est pas seulement, ou en tout cas, ce n'est pas uniquement des enjeux théoriques, mais que ce sont des enjeux qui sont aussi liés à des vies vécues, à des expériences, des choses qui sont vraiment ancrées dans des événements d'actualité. Alors, la première question, simplement, c'est un peu de te poser la question, quel est ton rapport à la théorie dans ton écriture? Est-ce que tu as l'impression d'écrire un peu à côté de la théorie, c'est-à-dire d'aborder des enjeux qui sont concernés par des écritures théoriques, mais que toi, tu décides d'aborder autrement? Est-ce que tu as l'impression d'occuper par ton écriture des vides laissés par la théorie? Mais je pense moins ça en termes de à côté ou de vide laissé par la théorie que de différentes épaisseurs. C'est-à-dire, pour moi, l'expérience est toujours en dessous de la théorie, qui est toujours en dessous d'une autre expérience. Donc, c'est comme des strates plutôt que des domaines distincts. Je ne sais pas si ça fait du sens. Donc, oui, c'est un peu occuper ces espaces-là qui peuvent fluctuer un peu entre l'expérience et puis ce qui est plus conceptuel. Mais pour moi, c'est important aussi de dire que
oui, j'ai un certain bagage théorique classique, mais je suis aussi très informée par exemple, les féminismes noirs qui sont fondamentalement basés dans l'expérience vécue. Donc, je pense par exemple à Bell Hooks, à Audre Lorde, au niveau des Disability Studies, Léa Lakshmi-Piedzna, Sarah Manzita. C'est toutes des théoriciennes, ou même Sarah Ahmed, des théoriciennes, mais qui pensent à partir de l'expérience et à la limite à partir du corps. Et donc, plutôt que de voir ça comme une création à côté de la théorie, c'est rendre un peu à l'expérience le statut de matière pensante. Et du niveau aussi des poètes qui m'informent, par exemple Anne Boyer, que j'ai traduit, dont la traduction sort très bientôt, Claudia Rankine. C'est des poètes qui sont imbibés de théorie, mais qui plaquent pas nécessairement les concepts sur leur expérience. C'est des choses qui coexistent. Et il y a aussi cette idée que la théorisation ne peut pas tout capter, que souvent saisir conceptuellement, ça vient au prix de saisir plus violemment comme un objet, de le délimiter. Ce qui est une chose que j'évite de faire en général. Ouais, je ne sais pas si ça répond un petit peu. Oui, ben, dans ta réponse, on dirait que ce qui se dessine, c'est une sorte de continuum de l'abstraction au concret. Et puis que finalement, ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est que ça déconstruisait un peu la dichotomie théorie-littérature, parce que tu fais valoir justement la dimension très ancrée de certaines théoriciennes, puis en même temps, c'est ça, tu fais aussi valoir le potentiel, disons, en guillemets, théorique de la poésie. Et donc, ce que je comprends, c'est que dans ton écriture, tu navigues un peu dans ce continuum-là en tentant de jamais basculer entièrement dans l'abstraction, c'est ça? C'est ça. Ben, c'est que l'abstraction, même elle, est faite de langage et elle a une certaine poétique qui lui est propre aussi. Donc, je pense qu'on a tendance à... Et c'est pas que je suis opposée à y réfléchir comme une division entre théorie et expérience ou théorie et création, mais c'est que je suis simplement méfiante parce que souvent, cette division-là va être hiérarchisée. Et donc, c'est un peu... Oui, c'est remélanger les choses pour, euh, pour interroger la dynamique de pouvoir aussi qu'il y a entre le discours théorique puis le discours poétique, par exemple. Hiérarchisation dans le sens où tu as l'impression que le discours théorique est plus crédible ou en tout cas agit plus comme une autorité? Définitivement, et je pense que c'est le cas aujourd'hui, mais c'est vraiment un bagage historique. Là. Je veux dire, c'est l'histoire de l'Occident, c'est Platon qui exclut les poètes de la République en disant qu'ils ne sont pas sérieux, que c'est des imitateurs, etc. Et pourtant, toute sa République tient sur une espèce d'allégorie qui elle-même est une sorte de poème. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, ce paradoxe-là. Et oui, donc, et cette hiérarchisation-là, souvent, elle est genrée aussi, parce que dans les théoriciennes que j'ai nommées, qui sont des théoriciennes féministes, qui parlent de leur vie pour théoriser, ben, ces vies-là, souvent, elles n'ont pas compté, elles n'ont pas été considérées comme des lieux où on pouvait développer une épistémologie. Là. Donc, c'est racialisé aussi, l'idée de la théorie. Donc, qui renvoie à l'idée de la pensée, l'idée de la pensée objective ou spéculative, disons, le discours spéculatif. Donc, c'est... Pour moi, la poésie se construit avec et contre ça. Et pareil, la théorie s'est toujours construite avec et contre la poésie parce qu'elles sont dans le même bassin de langage. Et ce qui m'intéresse, c'est de revenir à cette espèce, pas d'origine, là, mais de saleté, de non-frontières inhérentes, d'intercontamination inhérente. Et c'est vraiment comme ça que j'éprouve les choses aussi dans mon corps, c'est-à-dire l'abstraction est toujours incarnée pour moi.
Est-ce que j'ai un peu envie de te lancer la question à la blague, mais j'ai déjà utilisé le terme théoricienne pour désigner quelqu'un et on m'a fait valoir que c'était presque une insulte. Est-ce que tu le prendrais de cette façon-là? Bon, évidemment, la question des catégories, on va revenir plus tard, mais je te lancerai un peu cette question-là pour... Mais moi, j'aimerais bien être considérée comme une théoricienne. Bon, alors, OK, super, je suis rassurée. Ouais. Mais je pense que je le suis un peu dans une certaine... Non, mais vraiment, je pense que même si j'œuvre en fiction, en poésie, et puis bon, je prends la parole de temps en temps dans des revues, etc. Mais, euh, mais je pense que je le suis dans le sens où je donne de la matière de langage à partir de laquelle on peut ou pas penser le monde. Et pour moi, c'est ça de la théorie. Plus que de faire un tableau conceptuel bien délimité, c'est aussi pointer des zones qui sont non délimitables et voir que c'est une matière pensante, ça aussi. Hmm. Ah oui, donc ton écriture est théorique dans la mesure où elle vise à donner à penser. C'est dans ce sens-là. Je pense. Hmm. Alors, ça m'amène à ma question sur les rapports entre théorie et littérature que j'ai envie d'articuler autour du texte que tu as écrit dans Lettres québécoises cette année, où tu parles de littérature et d'écriture en citant entre autres Marguerite Duras qui écrit l'homme doit cesser d'être un imbécile théorique. C'est lui qui a commencé à parler et à parler seul et pour tous, au nom de tous, comme il dit. Il a fait le flic théorique. Il a peur au fond. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir dans ce passage-là de Duras sur les liens entre la littérature et la théorie? Est-ce que la littérature doit cesser d'être un imbécile théorique? C'est une excellente question. Mais d'abord, juste pour contextualiser cette citation, en fait, c'est issu d'un dialogue, d'un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Parleuses entre Marguerite Duras et Xavier Gauthier. Je pense que c'était en 1980, si je ne m'abuse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, elles ont passé un été ensemble à comme faire des confitures et à parler et à s'enregistrer. Et les parleuses, c'est comme une transcription retravaillée de ces conversations-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, la notion de flic théorique, c'est une notion qu'on peut utiliser, à partir de laquelle on peut faire théorie, mais c'est complètement issu de deux femmes qui jasent pendant que la confiture mijote sur le feu. Et ça, je trouve que ça représente bien cette espèce de continuum dont on parlait entre l'abstraction et le concret, entre l'abstraction et la création. Donc, c'était juste pour contextualiser ça, parce que je trouve que ça aussi, c'est parlant, en fait. Tout à Euh, fait, oui, je ne savais pas, mais effectivement, c'est déjà redire ce que tu disais dans la question précédente. C'est ça. Et moi, c'est vraiment des textes comme ça qui me nourrissent. Les Parleuses, c'est vraiment un texte qui m'accompagne depuis des années et à partir desquels je réfléchis beaucoup de choses et c'est ça, ça m'apporte plus que comme Hegel, mettons. Euh, mais par rapport au flic théorique, moi, je vois ça comme un rapport à la catégorisation ou à la compulsion de nommer ce qu'on fait, de pouvoir cerner ce qu'on fait, de pouvoir cerner ce qu'une œuvre fait, dire telle œuvre fait ça. Donc, c'est un mode qui est basé sur la synthèse, mais une synthèse qui s'inscrit pour moi dans un marché. Et là, c'est là que je sors un peu mes griffes. Euh, c'est que je sens que l'espèce d'impulsion de cerner, de nommer, c'est une impulsion qui est dans le continuum où l'œuvre devient un produit. Euh, parce que pour vendre un produit, il faut pouvoir le synthétiser, le nommer. Euh, Et donc, pour moi, l'imbécile théorique, c'est un peu ça. Et donc, ça, on peut le retrouver à la fois comme dans des communiqués de presse d'éditeurs ou dans la critique littéraire ou même dans les discours que certains artistes vont avoir sur leur propre travail. En ce moment, comme je disais avant l'entretien, je suis en train de travailler sur une demande de bourse, mais je dois être mon propre flic théorique pour expliquer ce que je suis en train de faire. Quitte à perdre une part de ce que je suis en train de faire. Pour moi, il y a vraiment une mise en danger aussi. Euh, parce que, et Duras parle de la peur dans cette citation, et on a peur de ce qui échappe, on a peur de ce qui réfléchit
sans qu'on arrive à le réfléchir en retour, ce qui nous réfléchit. Et qui est en fait la puissance du texte et la puissance de ce qui est poétique et ce qui déborde la théorie aussi. Donc, c'est un peu ça, c'est un rapport qui est un peu opposé à l'éthique que j'essaye de prôner en général, qui est une éthique de l'opacité et du dialogue avec quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on refuse de comprendre entièrement par souci de préservation. Et je vais peut-être trop loin, là, mais pour moi, il y a comme quelque chose d'écologique là-dedans aussi, que dans notre rapport à la possession des territoires, que ce soit niveau comme extraction de ressources, colonisation, etc. C'est le flic théorique aussi qui est là, j'ai l'impression. Et il y a une éthique à laisser les choses être, à laisser les choses penser en étant impensées un peu. Alors, le flic théorique en littérature, ce serait ce qui relève du paratexte, donc de ce qui tourne autour de l'écriture elle-même, et aussi, si on va plus loin, peut-être la recherche en littérature. Ah, complètement. Oui, oui, oui. Je vous aime bien, mais oui, tout à fait. C'est-à-dire, peut-être, mais là, je me sens mal parce que je ne veux pas dire que vous êtes les flics théoriques, mais non, mais il y a, pour moi, non plus, le flic théorique, c'est pas une personne, c'est une facette qu'on peut avoir en chacun de nous et que les artistes eux-mêmes peuvent avoir comme les universitaires. Et moi, je suis comme Foucaldienne aussi, là, donc le flic, il est en nous avant tout. Donc, c'est plutôt que d'être une entité ou même un paratexte, je pense que c'est un réflexe, Oui. un réflexe discursif qui n'est peut-être pas le propre d'une mise en marché, mais qui est tout à fait complémentaire à une mise en marché. Et ça je pense que ça, dans un sens très large, ça nuit à notre capacité à penser le monde. Non, mais je t'envoie là parce que je pense que c'est intéressant d'accueillir un discours critique sur ce qu'on fait. Et en plus, ça fait écho à plein de choses qui ont été dites. Entre autres, on a dans ce cycle de conférences invité Dominique Leclerc et on l'interrogeait un peu sur le format du théâtre documentaire. Et sa réponse fait un peu écho à ce que tu dis, dans le sens où ça relève notre tendance à vouloir, si on veut, nommer les choses, les circonscrire par un vocabulaire comme tu dis, presque comme pour le vendre. Et c'est un élément qui ressortait de cette conversation-là aussi. Donc, c'est utile de le voir comme ça. Et aussi, dans le cycle qu'on a fait l'année passée, Marie Samuel parlait de cette obligation pour les artistes visuels de créer, tu sais, une démarche artistique. Donc, ce texte de 300-400 mots qui est supposé circonscrire la pratique d'une artiste ou d'un artiste tout au long de sa carrière, qui est un exercice impossible et qui, justement, a cette visée marketing qui n'est absolument pas compatible avec cette opacité-là d'une pratique et de réflexion et de travail avec la matière qui, évidemment, anime une démarche artistique, pas celle qui est écrite, mais celle qui est vraiment vécue. Et donc, je trouve ça intéressant d'amener cette notion-là de flic théorique pour peut-être sortir les réflexions théoriques d'un geste d'un exercice de nomenclature. Oui, qui est aussi un exercice de domination et de re-hiérarchisation dans une certaine mesure, où c'est un peu, les artistes ne savent pas ce qu'ils font et nous, on va le mettre en mots et l'expliquer. Mais ce rapport-là est réversible aussi, selon moi. Donc, oui, je suis d'accord avec, avec ça dans les arts visuels, dans le théâtre. Aussi, en littérature, je pense qu'on est un petit peu protégé aussi parce qu'on a moins, c'est plus solitaire, donc on a moins à faire à devoir comme traduire, synthétiser, vendre, convaincre.
mais n'empêche que c'est très présent et que ça nous rentre dans la tête. Et je pense pas que ça soit juste paratextuel. Je pense que ça peut vraiment se retrouver dans les textes aussi, des textes qui veulent vraiment comme se situer. Euh, et ça peut être une démarche légitime aussi. C'est juste comme moi, c'est pas ça qui m'intéresse nécessairement. Euh, Comme on m'a beaucoup demandé par rapport à rien du tout, c'est quoi la marée basse? Hmm. Ah oui, parce que tu dis, je veux écrire Mhm. à marée basse. Donc, Ouais, c'est la première phrase qu'on retrouve sur le quatrième de couverture. Donc, c'est c'est un ça. peu... Donc là, et là, c'est ça. Donc l'éditeur voulait mettre ça sur le quatrième de couverture, soit. Mais donc là, tout le monde lit ça et se dit, OK, il y a une clé là. Mais oui. Parlant des ouvrages, des livres, leur matérialité, il y a quelque chose qu'on remarque dans tes livres, c'est que les exergues sont assez nombreux. Puis à travers ces citations, la plupart tirées de l'œuvre d'écrivains et d'écrivaines comme Anne Boyer, Édouard Glissant, Clarice Lispector, Jamaica Kincaid. Je suis sûre que je ne dis pas bien son nom de famille, Non, c'est pardonnez-moi. Jamaica Kincaid. Ah, Tout à fait. d'accord, Ouais. formidable. Merci. Ont l'air de. En fait, cette galerie-là d'écrivains et écrivaines que tu convoques comme ça en exergue ont l'air de rendre compte de quelque chose comme une famille choisie de ton écriture, une espèce de solidarité envers des manières d'écrire et certains enjeux. Dans tous les cas, c'est très certainement, je dirais, on parlait de clés, hein, mais un indice, je dirais, pour les lecteurs, les lectrices, d'avoir accès à tes lectures à toi. Et Benoît et moi, on se demandait quel rôle jouent ces lectures-là dans l'écriture d'un livre pour toi. Mhm. Euh, ben c'est ça. Et un peu, pour moi, il y a un peu deux questions. Il y a quel rôle jouent les lectures et puis quel est le rôle des exergues là-dedans. Ah, Euh, euh, donc oui, on peut parler de famille choisie. En même temps, je ne sais pas si Édouard Glissant veut être dans ma famille. Il est mort, donc je ne peux pas le réclamer comme ça. Mais je pense que c'est des constellations. Je vois ça vraiment comme des constellations, des réseaux de sens moi, m'aident et me nourrissent dans ma démarche d'écriture, de pensée, etc., qui sont des échafaudages aussi parfois pendant l'écriture d'un texte ou des choses que j'aime garder près de moi et dont il reste ensuite des traces dans les livres. C'est comme ces exergues nombreuses entre les sections des livres, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avec Phototaxi. Et je pense que c'est aussi pour moi comme une volonté de me placer, c'est-à-dire j'ai l'impression par exemple, au moment d'écrire Phototaxi, j'avais l'impression qu'on ne comprenait pas d'où j'écrivais. Et que donc de mettre ces exergues-là, ça dit, OK, mais c'est de là que je viens. Au-delà des précisions biographiques, géographiques, c'est de là que je viens. Et je pense que oui, il y a comme une clé de lecture là où euh, ça m'aide à me situer dans un paysage plus large, puis dans un paysage qui est pas non plus, qui sort de l'impératif du contemporain, ou qui élargit ce qu'on peut vouloir dire par contemporain, dans le sens où pour moi, Clarice Lispector m'est contemporaine. Elle est contemporaine à mon écriture, même si on n'écrit pas du tout en même temps. Euh, donc, c'est ça. Euh, Par rapport au rôle des lectures en général, ben, je suis très redevable à tout ça. Et comme je disais plutôt par rapport aux féministes qui m'habitent, euh, c'est des théoriciennes qui elles-mêmes puisent énormément dans d'autres textes et on appartient comme à une immense constellation sans jamais vraiment y appartenir, mais on est en dialogue avec quelque chose de beaucoup plus grand. Pour moi, c'est important de défaire aussi cette idée de la voix unique de l'auteur et de comme réclamer l'espèce de polyphonie inhérente là, qu'on porte, et tous ces temps-là, tous ces espaces-là qu'on porte. Euh, est-ce que, par curiosité, parce on te sait, mais aussi pour mes étudiants, les étudiantes inscrits à mon cours, puis les gens qui visionneront cette conférence discussion aujourd'hui, on te devine aussi, donc nous on te sait, mais on te devine une très grande lectrice de manière générale. Est-ce que tu dirais
tu parlais de ce qui t'habite, de ces lectures qui t'accompagnent, sur lesquelles tu te construis, à travers lesquelles tu te construis aussi. Il y a ça d'une part, mais est-ce qu'il existe aussi quelque chose comme dans ta pratique d'écriture, une bibliothèque boîte à outils, c'est-à-dire des lectures là, ciblées pour un projet de livre ou pas? Oui, tout à fait. Ça dépend des projets, mais par exemple, pour rien du tout, j'étais très accompagnée. Mais après ça, c'est comme, c'est un peu mystique, là, à la limite. Comme, j'étais dans une bibliothèque à Québec et puis j'assistais à une lecture de poésie qui était vraiment plate. J'étais comme déprimée. Et je rôdais dans les étalages et puis là, je vois un livre sur les trous noirs et puis je le prends et je l'ouvre et je vois ce renseignement qui parle de sortir du trou noir en spirale. Et c'était comme une illumination. Et donc, j'ai acheté le livre tout de suite et je l'ouvrais un peu au hasard et puis j'ai fini par le lire dans l'année et demie qui a suivi. Mais c'était comme un doudou psychique dont j'avais besoin pour écrire. Et qui est un texte auquel je suis beaucoup revenue. Mais c'est ça, c'est une boîte à outils, je ne sais pas, mais aussi je puise vraiment dans différents lexiques. Donc je vais lire beaucoup, j'ai beaucoup de livres sur la géologie, sur la nature, sur l'histoire naturelle, je vais aussi puiser dans des documentaires, dans de la musique. Donc j'ai tout ça qui m'habite, mais c'est pas délimité non plus. Là, en ce moment, mais peut-être on pourra en parler plus tard, mais pour mon prochain projet, il y a vraiment, oui, un certain nombre de textes délimités, mais parce que ça va vraiment être comme une mise en dialogue avec ces textes-là. Mais pour rien du tout, il y avait Fanon quand même qui était là, surtout tous les passages où il parle des personnes psychiatrisées qui ont survécu aux interrogatoires violents, là, la torture en Algérie. Donc, et même à ça, dans ses ouvrages, c'est que pour moi, ça sort de la théorie, donc ça ne peut pas être un outil. C'est plutôt des voix qui sont là, parce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux prendre et utiliser. Sauf des citations, mais même à ça, c'est pas vraiment... j'y pense plus en termes de composition et de polyphonie. Oui, oui, oui. Euh, Vas-y, Benoît, excuse-moi. Ah, pardon. Je suis trop tenté parce que là, tu viens de parler d'une littérature scientifique et je le sentais un peu en lisant Rien du tout que sans le faire valoir explicitement, que ton écriture entrait en dialogue avec des idées qui t'avaient rencontrées. Et donc, je vais juste souligner cette dimension-là qui est je pense, assez inspirant, cette dimension-là qui est assez inspirante pour peut-être les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent et qui sont dans leur propre démarche d'écriture, de voir que ta rencontre avec même des ouvrages scientifiques de géologie peut être une porte d'entrée pour amorcer un projet d'écriture. C'est quand même remarquable. Non, mais absolument, parce que c'est comme ce qu'on disait avec la philo et la littérature, où tout est fait de langage, là. Donc, moi, quand mes antennes sont sorties, j'absorbe tout, même si c'est, par exemple, dans les petits écrans dans le métro, là, qui nous donnent des faits divers, comme vraiment tout. Et c'est vraiment comme les baleines, là, qui avalent plein d'eau pour filtrer quelques petits planctons. Cette démarche-là aussi est très tentaculaire. C'est aussi du fait que je suis traductrice. J'ai longtemps été traductrice comme contractuelle, des trucs techniques, mais ça fait que j'ai été exposée à plein de domaines qui ont leur propre lexique, etc. Et ça, c'est vraiment des choses que je garde avec moi. Ouais, voilà. C'était pas si intéressant que ça, mais je m'en Ben suis oui, rappelée. mais oui, Non, parce tout que à fait. c'est hyper intéressant parce que justement aussi, tu vois, à travers ce cycle-là, c'est une invitation pour des gens peut-être qui peuvent être très intimidés, je dirais, par l'idée de création et encore plus intimidés par le monde de la théorie. Et là, d'articuler ça ensemble, mais aussi de réaliser que, et ça revient à ce que tu disais en début de conversation aujourd'hui, mais que
c'est une question de quel type de regard ça nous permet d'avoir sur le monde, notre lien avec notre vécu et réaliser aussi à un moment donné, ce qu'on voit passer comme information éclair dans le métro, sur le petit écran, ça peut allumer quelque chose, nous faire penser à un truc qui nous ramène à des livres, qui nous ramène à du vécu, qui revient dans la création. Tout à fait. Je peux donner un petit exemple. En ce moment, je travaille sur entre autres, la représentation des animaux et du monde vivant, etc. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est comme en sourdine, mais déjà, je sens que j'absorbe tout. Et puis, l'autre jour, je suis en train de comme cuisiner avec ma copine et je lis les instructions de la recette de cuisine et il y a écrit « Open up the chicken like a book ». Et j'ai transcrit cette phrase me hante. Ça fait 1 mois que dans tous mes carnets, il y a écrit « Open up the chicken like a book ». Et je sais que ça va me servir à quelque chose, même si je ne vais peut-être pas citer cette phrase de comme Ricardo ou que sais-je, mais pour moi, il y a quelque chose là dans comme ouvrir le corps, lire le corps, l'animal mort, dans le geste, et je sais que ça va être important. C'est comme le trou noir, là, quand je l'ai vu dans la bibliothèque, je savais que ça allait être important. Après, je ne sais pas quel rôle ça va jouer, mais je pense que c'est important de tout voir comme de voir la création pas comme quelque chose qui sort du néant, mais comme plutôt quelque chose qu'on recueille et qu'on agence après. Et de rencontre aussi, cette idée de rencontrer le trou noir, de rencontrer ce livre de recettes, d'être en contact. Il y a quelque chose qui se produit au contact de, plutôt que cette idée romantique de la création qui part de notre intérieur et qui jaillit de nous. Là, cette conception de la création éminemment romantique a la coine dure encore aujourd'hui. Hein, fouiller en soi plutôt que d'être en contact avec le monde. C'est deux postures très différentes. Puis là, évidemment, on puise en soi, mais dans cette idée comme si avant nous le néant, alors que pas du tout, en fait. Non, mais c'est aussi, je pense que, encore une fois, c'est une dichotomie que j'aurais tendance à défaire. C'est je creuse mon corps et je trouve le monde et je trouve l'histoire et je trouve d'autres choses qui me dépassent. Donc, oui, c'est en soi, c'est pas... donc, le monde n'est pas nécessairement extérieur. Je peux littéralement observer mon nombril au microscope et dans mon nombril, je vais trouver toutes sortes de choses qui vont parler de toutes sortes de lieux et que notre corps même n'est pas une unité, notre voix même n'est pas une unité. Donc, c'est plutôt, donc pour moi, c'est pas tant de se dire, OK, on se tourne vers le monde plutôt que de se tourner vers soi, mais plutôt de se dire, il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de monde séparé de notre expérience. Donc, encore une fois, c'est comme la théorie, la création, ce sont des strates qui se superposent à différents niveaux. Ben, ouais. je crois que là, effectivement, c'est très intéressant et très important ce que tu soulignes ici, défaire la dichotomie. Après, pendant un certain temps, quelqu'un peut être étourdi par cette idée-là parce qu'on aurait l'impression, ben là, tout est dans tout. Alors que non, en fait, si on revient à ton image de strate, ça permet de peut-être mieux conceptualiser ce vécu-là, ce rapport au vécu, ce rapport à soi et au monde. Défaire la dichotomie, oui, mais pour penser en termes de couches, de sédimentation, de strates. Et là, on part en archéologie, puis tout, mais de ne pas se laisser étourdir parce que sinon, on produit une espèce de magma brun qui ne veut rien dire, alors que ce n'est pas de ça dont tu parles du tout, du tout. Ouais. J'ai souvent l'impression d'œuvrer dans le magma brun, mais, mais c'est ça, ces choses-là se déterminent après. On trouve des objets dans cette fouille architecturale, finalement. Ouais. Tout à fait. Pour le rappel, te parler un peu de ton parcours, puis on aurait dit plus tôt aussi, mais tu détiens une maîtrise en littérature de l'Université McGill, puis une autre en traductologie de l'Université Concordia. Et en janvier 2021, dans le Journal de Montréal, tu révélais que ton adolescence avait été marquée par des lectures, que tu t'intéressais à la philosophie beaucoup, puis que ton parcours universitaire particulièrement t'avait permis, et là je te cite, de te gaver de littérature européenne blanchissime et canonique. Et parce que on a parlé d'un bien autre
un tout autre corpus, je dirais, jusqu'à maintenant. On a mentionné Hegel au passage, mais est-ce que ce corpus de littérature européenne, blanchissime et canonique, est-ce que tu sens que ces lectures-là ont encore une influence aujourd'hui sur ton écriture ou est-ce que ça a eu plus une influence à un certain moment et ça en a moins ou plus aujourd'hui? Je, oui, donc je pense que oui, ça peut pas ne pas avoir d'influence. Je veux dire, on est baigné là-dedans depuis très tôt. J'étais dans un rapport comme vraiment d'admiration aussi pendant mon adolescence, où vraiment j'avalais tout sans discernement critique, sans interroger pourquoi certains livres arrivaient à moi et d'autres pas. Euh, donc oui, j'ai été formée, forgée par ça très tôt. Euh, mais bon, après, disons, pendant mes études universitaires, je ne veux pas cracher sur tout ça non plus. Je pense que ça m'a donné comme une bonne culture générale et un sens de où je me situe historiquement. Euh, mais en même temps, c'est ça, ça reste très canonique, très lacunaire, etc. Et je dirais que j'ai surtout appris des textes que je suis allée chercher à l'extérieur. C'est qu'au bout d'un moment, je me rendais compte que bon, je ne me retrouvais pas là-dedans et qu'il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. Et très intuitivement, je suis allée, bon, d'abord pendant mon cégep, pendant mon adolescence, je me suis mis à lire comme tout Georges Bataille. Puis là, j'ai capoté. Puis par exemple, avec le bac, la maîtrise, c'était Derrida, Nathanaël, des choses comme ça, Marie-Vieux-Chauvet. Donc des textes vraiment auxquels je n'étais pas exposée autrement. Et encore une fois, c'est vraiment des histoires de c'est comme le trou noir, là. C'est vraiment des rencontres. Mais moi, je pense c'est ce qui se rapproche le plus du destin, là. Mais c'est vraiment des livres qui arrivent quand on en a besoin. Pour moi, Nathanaël, ça a vraiment été ça. Je suis redevable pour toujours à cette œuvre-là. Euh, donc, c'est ça. C'est un gavage qui est important pour savoir où on se situe, mais pour savoir aussi ce qui continue d'avoir faim après avoir été gavé. Oui, tu parlais tu t'es rendu compte ben, que tu ne te reconnaissais pas. Mm-hmm. Moi, je sais que puis moi, j'ai fait mon bac en études littéraires à l'UQAM, là, par exemple, mais c'est des années plus tard, en discutant avec des amis, notamment Benoît, de réaliser que ça a pris du temps, puis qu'il y a il y a certains aspects de ma vie que j'avais jamais vus dans ce que Mm-hmm. j'avais étudié finalement en littérature. Ça n'avait jamais été représenté, j'avais jamais eu accès à ça. Bon, il y a toujours Michel Tremblay puis les belles-sœurs, mettons, mais il y avait quelque chose, j'avais pas eu accès. Je me demandais, toi, à quel moment dans ton parcours, tu as réalisé ça et tu t'es tourné vers d'autres, ou est-ce que c'est dans le cadre de ton parcours universitaire ou par la bande, par peut-être un ou une prof, par des conversations avec les amis, il y a des nouveaux livres qui te sont tombés dans les mains. Euh, Ça a été très solitaire, en fait, comme sortie, j'ai l'impression, et très triste aussi. Comme tu m'as posé la question, et on dirait que j'ai les larmes aux yeux parce que je me Mm. rappelle cette espèce de deuil, de me sentir comme tellement seule euh, et de Ouais. chercher quelque chose que je n'étais pas certaine que ça existe. Et donc, je me disais par défaut, ben, donc, c'est pas de la littérature ce que je fais, je me suis trompée de chemin, etc. Euh, Donc, il y a ça, mais oui, ben, c'est-à-dire maintenant dans ma vie, les livres m'arrivent beaucoup par les constellations vivantes, là, mes amis, euh, des extraits que je vois passer sur Instagram, et je fais, hey, c'est quoi ça? Et puis, ça, c'est génial, ça me nourrit beaucoup aussi. Ça peut être aussi étourdissant, vertigineux et beaucoup trop coincé dans le présent. Donc, je pense qu'il faut comme avoir une variété d'interlocuteurs, d'interlocutrices qui ont elles-mêmes d'autres rapports au temps qui Mhm. sont dans d'autres générations aussi, dans d'autres lieux. Et je réalisais, en fait, j'ai beaucoup besoin de sortir du Québec dans mes lectures. Euh, ouais. Et ça, c'est encore quelque chose que j'essaie de comprendre. Mais je pense que c'est la partie de moi qui ne fit pas vraiment.
qui a l'impression, c'est ça, de déborder un peu. Dans une entrevue que tu as donnée autour du livre Rien du tout, tu as parlé d'une sorte de peine d'amour avec le Québec et la littérature québécoise. Est-ce que cette peine d'amour-là vient du sentiment de solitude dont tu viens de parler? Ouais, c'était une solitude, une amertume. Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique aussi, donc j'avais l'impression d'avoir été comme synthétisée, consommée dès mes 20 ans, là, 19, 20 ans. Donc, d'être cet objet-là aussi, c'est comme un peu violent. Il y a toutes sortes d'aspects qui font ce deuil, cette peine d'amour. C'est pas nécessairement une peine d'amour parce que j'ai jamais vraiment été amoureuse du Québec, mais disons que bon, il y a quelque chose d'assez grave là qui se développe dans le paysage politique, social depuis plusieurs années. Donc, il y a cette espèce d'étau qui se referme, qui est un petit peu étouffant. Au niveau de la littérature aussi, ouais, c'est cette idée de réaliser qu'en fait, ben, je serais jamais vraiment vue comme québécoise, puis c'est correct, c'est pas quelque chose à laquelle j'aspire nécessairement, mais où est-ce qu'on va à partir de là? Et puis aussi dans l'observation, ben, c'est encore le cas aujourd'hui, je dirais, mais il y a vraiment une espèce de mouvance néo-terroiriste là, dans la littérature, des textes de comme Retour à la forêt, mais qui qui prennent pas vraiment en compte l'histoire euh, et qui pour Ouais. moi traduisent une inquiétude identitaire, linguistique, même si des fois ça peut avoir l'air vraiment punk comme texte. Euh, c'est ça, c'est de se dire, OK, ben ouais. Euh, et je pense que ça a beaucoup à voir avec les interlocuteurs, les interlocutrices, et on dirait que c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé, par exemple, au moment d'écrire Phototaxi, et je pense que c'est là aussi que les exergues se sont mis à entrer dans mes textes, où ça me disait un peu, mais non, tu n'es pas seul. Tu parles avec Thomas Bernard, tu parles avec Bernard-Marie Coltès, tu parles avec Phil Winsor, tu es juste ailleurs. Hmm. Pour reprendre l'expression que Gabriel, t'as nommée plus tôt, euh, c'est un peu ça l'idée de la famille choisie. C'est comme si tu prenais conscience que ben, la littérature québécoise comme un champ littéraire n'est pas par défaut nécessairement la famille Ouais, des écrivains et des écrivaines qui écrivent au Québec. tout à fait. Et d'ailleurs, ben, c'est drôle que tu parles de champ littéraire, un terme bourdieusien s'il en est un. Et bon, on aime Bourdieu, euh, mais on aime trop Bourdieu, des fois, je trouve. Euh, D'accord. non, mais dans le sens où j'ai l'impression que... Mais non, mais c'est parce que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose, c'est de me dire, OK, le champ littéraire, d'accord, c'est pas ma famille choisie, c'est pas là que j'appartiens nécessairement, et pas que je veuille appartenir quelque part, en fait, je trouve que c'est très louche aussi l'appartenance, mais d'avoir du mal à me situer là et de me dire, mais c'est pas que je suis pas légitime comme écrivaine ou comme penseuse, mais c'est juste que c'est pas vraiment la place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui traverse mon œuvre aussi, l'idée de ne pas vraiment être à la bonne place. Mais c'est aussi que l'idée de chant, on l'a adoptée comme quelque chose de... J'ai l'impression que c'est enseigné, et puis moi, ça faisait partie du gavage aussi pendant ma formation, surtout la maîtrise, le bac en littérature à McGill, euh, qu'on voit le chant comme quelque chose de descriptif et de figé, plutôt que comme un ensemble de dynamiques, de pouvoir hiérarchisé, etc. Et de voir ça comme un chant statique, moi, ça me castre, ça me bloque complètement. D'une part parce que je ne suis pas pleinement au Québec dans mon travail, dans mes références, etc. D'autre part parce que je ne suis pas seulement en littérature non plus. J'œuvre en musique, je suis en dialogue avec des artistes en danse, en art visuel, et ces choses-là informent tout autant ma pratique que euh, ce qu'une autrice va me conseiller comme livre et qui va nourrir ma démarche. Donc, c'est un deuil du chant, en fait, aussi.
du chant comme idée ou comme manière de voir le chant. En fait, j'ai dû transformer ma manière de voir le chant pour pouvoir survivre, ouais, symboliquement. Ben, justement, par rapport au chant, il y a un autre champ de résistance dans rien du tout par rapport à la question du chant, et c'est celui des genres littéraires. Donc, Mhm. il n'y a pas de connexion ou de revendication à aucun genre. L'essai, la poésie, le genre narratif. Il s'agit de convoquer ces trois genres-là dans ton écriture sans jamais, comme tu l'as dit, revendiquer d'appartenance. Alors, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ces choix formels-là. C'est une question, je pense, qui est intéressante, encore une fois, pour les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent, parce que je pense que dans ton écriture part vraiment d'autres repères que ceux des règles qui permettent d'écrire à partir de ce que c'est qu'un roman ou à partir de ce que c'est un scénario dramatique, par exemple, ou un scénario comique. Il s'agit de puiser dans différents registres pour créer une forme qui est singulière. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce qui guide tes choix formels, de ce travail-là à partir, en fait, par-delà les genres littéraires. Oui, ben, c'est lié à mes pratiques de lecture. Aussi, comme je disais plus tôt, je lis vraiment toutes sortes de choses, autant des essais que de la poésie, de la fiction de moins en moins, mais que des ouvrages scientifiques, etc. Donc, bien sûr, ça informe ma manière de faire un livre, mais rien du tout, c'est pas mon premier livre non plus, et ça a pris longtemps pour arriver à cette espèce de liberté-là. Et puis, c'est une lutte aussi d'y arriver parce que oui, les genres, la division des genres répond plus ou moins en fait à une réalité historique. Jusqu'à un certain point, ça répond à une réalité historique, je pense. Parce que le roman, le poème, c'était des choses assez délimitées, je pense, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, disons, dans la francophonie. Euh, mais encore une fois, c'est comme le chant, c'est pas descriptif. C'est qu'en décrivant ça, en le nommant comme ça, il y a toutes sortes de choses qui échappent, toutes sortes de voix qui ne seront pas considérées comme de la littérature à partir de ces catégories-là, parce que ça va passer entre des catégories. Et encore une fois, c'est comme, il y a le flic théorique derrière le genre. Ça répond à des catégories de marché, parce que vraiment de manière très concrète, là, c'est tout récemment que j'ai le droit de ne pas avoir un genre sur ma couverture de livre parce que c'est pour le marché, parce que les gens veulent savoir est-ce que c'est un roman, c'est pour les distributeurs, c'est pour les librairies, c'est pour les prix littéraires. Donc, même au niveau de l'argent qu'on peut faire ou de la reconnaissance qu'on peut avoir, ça sera encore une fois selon des genres qui me semblent de plus en plus archaïques et qui traduisent rien. Et pour moi, c'est vraiment c'est une lutte dans le sens où ça vient au prix d'un sacrifice. Oui, Rien du tout a été finaliste au GG, mais c'était clair qu'il n'allait pas gagner le meilleur livre de fiction. Hein, comme où ça va pas, ça va prendre du temps encore avant que ces choses-là se décloisonnent. Et même le fait qu'il ait été finaliste, c'est absolument inespéré pour un livre aussi amorphe. Donc, il y a des choses qui changent. Je pense qu'on est un peu en décalage dans la francophonie, que ce soit en France, au Québec, par rapport à cette hybridité-là ou cet entre-genre-là. Encore une fois, Nathanaël, je pense, a vraiment été une voix pionnière au Québec et justement, c'est une voix complètement oubliée, dont personne ne parle, que très peu de gens lisent, comme ce qui est une aberration pour moi. Mais ce mélange entre photos, essais, récits, poèmes, c'était là avant, donc ça existe, mais c'est comme moins lisible à cause de ces catégories de marché-là. Donc, d'une part, il y a un choix
comme politique, mais ce choix politique vient après ma réalité, qui est tout simplement que j'ai envie d'écrire comme ça, puis c'est ça que je fais, et je le nomme après comme étant une forme de résistance opaque, etc. Mais c'est juste comme ça. Dans la non-catégorisation. Mais encore une fois, on est redevable au féminisme noir, ou à la catégorie aussi de non-fiction aux États-Unis. C'est des... Et puis ça commence à s'imbiber ici, même dans le rapport à la citation. J'ai l'impression qu'au Québec, on cite de plus en plus et on cite de plus en plus loin, et que ça vient affecter la forme en soi. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger, mais il faut que c'est ça bouge à un prix pour les auteurs et les autrices qui sont à l'avant de ce non-genrage, de cet intergenrage. Oui, mais c'est encore une compulsion d'identification de laquelle je me méfie, parce que, encore une fois, les genres vont être hiérarchisés aussi. Le roman est le grand premier, mais l'essai va être vu plus comme une pensée que la poésie. Mais je m'excuse là, mais il y a des essais vraiment poches qui ne pensent rien, et il y a un poème qui peut m'aider à penser le monde pendant 20 ans là. Tout à fait. Tout à fait. Puis, de la façon que tu t'expliques tout ça, je poursuis un peu sur la vague de la question que tu as posée, Benoît, mais par rapport à notre réticence face au chant, le regard critique, face à cette idée de chant, et ton rapport au genre, puis tu te rends compte, c'est après coup, confronté par les cadres imposés du chant, que tu dois définir certaines choses, puis on ne sait pas quelle est la pertinence nécessaire à part que l'injonction à définir. Hein. Mais donc, tu sembles te trouver dans une posture, on pourrait dire que tu ne veux pas conclure, tu ne veux pas fournir d'explications, ce qui peut faire aussi en sorte que ton œuvre peut être difficile d'accès pour certaines personnes. Je me demandais, est-ce que c'est un retour que tu as eu souvent de lecteurs ou de gens qui ont essayé de te lire, là, je le dis un peu étrangement, mais est-ce que c'est un retour que tu as? Est-ce que ça fait partie du prix à payer dont tu parlais aussi tout à l'heure? Le rapport à l'accessibilité aussi, parce que le chant, le fait d'organiser, de catégoriser, amène pour un vaste public une certaine forme de facilité, même s'il y a des œuvres plus ardues que d'autres. Mais je me demandais comment tu négocies cette réalité-là. Mais c'est intéressant comme question, parce qu'en fait, l'expérience nie complètement ce qui aurait dû se passer. C'est-à-dire qu'il y a des gens de tous les horizons qui ont lu mon dernier livre et qui l'ont trouvé relativement accessible, parce qu'il y a quelque chose dans le livre qui va finir par les toucher, ou qui vont finir par comprendre. Et on dirait que le fait qu'il n'y ait pas de genre assigné au livre, ça fait que les gens ont beaucoup plus une facilité à accepter qu'il y a une part d'insaisissable dans le texte, alors que, par exemple, Photo Taxi, où il y a écrit roman dessus, là, les gens capotaient. Ils disaient, mais non, mais c'est pas un roman, ça explose complètement à la fin. Il y a comme à peine d'histoire, les personnages sont flous, comme qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que oui, le genre peut aider à l'accessibilité, mais en même temps, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Le genre peut aussi comme délimiter quelque chose, trahir quelque chose du texte, poser un horizon d'attente, et après ça, on a l'air d'être comme une romancière poche, alors que ce n'est pas ça que je faisais à la base. Alors que rien du tout, il n'y a pas de genre, et les gens y arrivent avec leur propre angle, leur propre lecture, leur propre bagage, leurs propres besoins, leur propre affect. Et il y a quelque chose de beaucoup plus libre dans la lecture, et ça me donne l'espoir, en fait. Parce que je me dis, c'est pas vrai que mon œuvre est opaque et inaccessible. C'est juste qu'il ne faut pas nécessairement dire ce que c'est. Tout à fait. Parlons de ton œuvre. En terminant, est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient? Oui, c'est vraiment embryonnaire, mais je continue en fait dans cette direction entre de vraiment utiliser la voix poétique comme une voix essayistique, comme une voix de pensée. Donc là, je suis dans une espèce de relecture. Je relis des textes de Platon et d'Aristote
mais comme si j'étais une enquêteuse sur une scène de crime. Euh, et, euh, et donc, je réfléchis beaucoup aux représentations des animaux, de la poussière, des femmes, des esclaves, de tout ce qui est sous-humanisé, déshumanisé. Donc, encore une fois, ça vient recouper mes préoccupations sur comme la voie philosophique puis la voie littéraire. Donc, c'est ça, et ça va encore parler aussi, je pense, de violences sexuelles, d'écologie et de. Mais c'est ça, c'est vraiment comme. Je suis vraiment dans une espèce de poème à contre-jour d'une idée de la philosophie. Ouais, mais à suivre. Très intéressant. C'est un peu Platon True Crime, ton affaire. Oui, 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 mais c'est ça, c'est le crime de l'Occident. Et en fait, mais c'est l'idée ouais, de remonter un peu dans le temps pour se dire, OK, comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel raffinement dans la déshumanisation et dans l'extractivisme? Et moi, je pense que c'est ça, il faut retourner sur la scène du crime. Wow. Ouais. Super, Moi, super. quand j'étais petite, je voulais être coroner. Donc, c'est un peu ça. Formidable. On dirait que toutes les questions qu'on a posées tournaient autour de pratiques de lecture comme forme d'écriture. Et là, on dirait que ce projet-là met encore plus en évidence cette idée-là. Ouais. Mais après, on va voir ce que ça va devenir. C'est encore vraiment le début, mais il y a quelque chose là, je pense. Ouais. Excellent, merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci. Olivia. Merci d'avoir répondu à nos questions aussi généreusement on t'a suivi avec t'as pensé avec un grand intérêt et merci encore. Merci pour cette invitation à vous deux. C'était un plaisir de dialoguer avec vous.